Continuons avec le module SVT, mais cette fois-ci niveau terminal, toujours en présence de l'inspecteur. Alors, monsieur l'inspecteur, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce module? Merci. Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers téléspectateurs. Toujours dans le cadre de la continuité pédagogique initiée par notre ministère, nous avons proposé cette partie du cours de la classe de terminale qui souvent présente des difficultés parfois aux élèves. Et sans plus tarder, je vous invite à suivre cette partie du cours avec le professeur Pakossi. Alors, vous, élèves, en classe de terminale, vous suivez ce cours d'SVT et vous êtes tout de suite outillés pour les examens de fin d'année avec le professeur Pakossi. À votre école, c'est parti. Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le cours de SVT classe de terminale, dont le terme est la reproduction. Et dans cette leçon, nous allons parler principalement des divisions cellulaires. Chers élèves, chers téléspectateurs, je dirais l'essentiel de ce cours. Donc pour cela, je vous invite à prendre vos cahiers et à noter. Chers élèves, qu'est-ce qu'il faut retenir comme objectif pour ce cours? À la fin donc de cette émission, chaque élève doit être capable d'identifier les différentes phases de la mitose et de la méiose, d'expliquer l'évolution de la quantité d'ADN par noyau au cours de la mitose et au cours de la méiose. Chers élèves, surtout vous qui m'écoutez à la radio, qu'est-ce que c'est que la cellule? La cellule est l'unité de base de tout être vivant. Et retenez aussi que toute cellule de l'organisme provient d'une même cellule œuf par des divisions successives. Par exemple, une cellule œuf de souris, par division de segmentation, donne à la fin une souris. De la même façon, une cellule œuf de lapin, par des divisions de segmentation, donne un lapin. Et retenez que ce soit le lapin ou la souris, on a deux types de cellules, à savoir les cellules somatiques, que nous appelons encore les cellules non sexuelles. Comme exemple, on a l'hémoglobine, bon, la cellule sanguine, qui est le globule rouge. On a la cellule nerveuse, les cellules musculaires. On a aussi, à part les cellules somatiques, des cellules que nous appelons cellules germinales ou encore cellules sexuelles. Dans ce cas, nous distinguons les spermatozoïdes et l'ovule. En conséquence, nous pouvons dire que toutes les cellules de l'organisme comportent le même patrimoine génétique que la cellule œuf. La question qui reste à poser est la suivante. Comment se transmet ce patrimoine génétique contenu dans les cellules? D'abord, retenez, chers élèves, que le patrimoine génétique en question, c'est l'ADN. Et il est porté par les chromosomes contenus dans le noyau. Il est reproduit et puis il est transmis de la cellule mère aux cellules filles grâce à des divisions cellulaires. Chers élèves, surtout vous qui m'écoutez à la radio, qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'une division cellulaire, du moins? Comment se déroulent les divisions cellulaires? Nous pouvons dire qu'une division cellulaire est une formation de deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Voilà une simple définition, chers élèves. Et nous distinguons deux types de division cellulaire, à savoir la mitose et la méiose. Retenez
que les cellules germinales sont les seules à subir la méiose, alors que les cellules somatiques sont capables de mitose. C'est quoi la mitose, chers élèves? C'est quoi la méiose? La mitose est la division d'une cellule mère donnant naissance à deux cellules filles, identiques entre elles et identiques à la cellule mère. C'est quoi la méiose, chers élèves? La méiose est une suite de deux divisions successives, la première étant réductionnelle, la seconde équationnelle, permettant l'obtention de 4 cellules filles à partir d'une cellule mère. La question qui se pose, quelles sont alors les différentes phases de la mitose et les différentes phases de la méiose? Chers élèves, retenez que la mitose comporte 4 phases essentielles, à savoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors que lorsque nous prenons la méiose, elle est constituée de 2 types de divisions successives, comportant chacune 4 phases. La première division est appelée division réductionnelle. Elle comporte la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. La seconde division, qui est appelée division équationnelle, comporte également les mêmes phases. La prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Chers élèves, retenez que pour qu'une cellule puisse rentrer en division, elle doit passer d'abord par une phase importante que nous nommons l'interphase. Au cours de cette phase, la cellule se prépare pour se diviser. Je prends ici l'exemple d'une cellule animale et je réduis le nombre de chromosomes à 2 pour simplifier la compréhension. Au cours d'une mitose simple, la prophase est caractérisée en début par des nucléofilaments qui sont condensés, par un dédoublement des centrioles qui vont former les astères, par la disparition éventuellement de la membrane nucléaire, et en fin de prophase, on a des chromosomes qui sont fixés sur les fibres chromosomiques. Lorsque nous passons à la méiose, donc la première division méiotique, en prophase 1, le début de cette phase est caractérisé, surtout, chers élèves, notez ça, ce début est caractérisé par le rapprochement des chromosomes homologues pour former des bivalents ou des tétrades, par, bien sûr, la disparition de l'enveloppe nucléaire, des nucléoles. Et la fin de cette phase est caractérisée par la formation des chromosomes qui se touchent à des endroits appelés des chiasmes. Lorsque nous prenons la deuxième division méiotique, qui est la méiose équationnelle, la prophase 2 est caractérisée par la disposition pêle-mêle des chromosomes dans la cellule. Et, chers élèves, notez ceci, que la prophase de mitose simple ressemble à la prophase 2 de la méiose, sauf que le nombre de chromosomes en prophase 2 est la moitié du nombre de chromosomes en prophase 1. Voilà la différence qu'il faut remarquer. La deuxième phase de la division, c'est la métaphase. En mitose simple, à la métaphase, on a une disposition des centromères des chromosomes dans le plan médian de la cellule, c'est-à-dire au milieu de la cellule, formant une couronne appelée la plaque équatoriale. Voilà ce qui caractérise la métaphase de la mitose. En métaphase 1, par contre, nous avons la disposition des centromères, des chromosomes homologues de part et d'autre de la plaque équatoriale. Ce n'est pas dans la plaque équatoriale comme au niveau de la mitose simple. C'est de part et d'autre
de la plaque équatoriale. Et les chromosomes restent toujours liés à des points appelés chiasma. Tandis qu'en métaphase 2, les chromosomes sont disposés dans la plaque équatoriale. Leurs centrosomes sont dans la plaque équatoriale. Et ici également, remarquez que la disposition des chromosomes en métaphase de mitose simple est identique à la disposition des chromosomes en métaphase de méiose équationnelle. La troisième phase de la division est l'anaphase. Pour une mitose simple, on constate qu'à l'anaphase, il y a clivage des centromères, c'est-à-dire les centromères des chromosomes se clivent, se coupent, entraînant donc la séparation des chromatides et suivi donc de la migration polaire de chaque lot de chromosomes fils à une chromatide. Lorsque nous venons en méiose réductionnelle, à l'anaphase 1, ici on a plutôt séparation des chromosomes entiers, sans clivage des centromères. Chers élèves, retenez ça, c'est très important. Il n'y a pas de clivage des centromères en anaphase 1 de méiose réductionnelle. Par contre, en anaphase 2 de méiose équationnelle, nous avons clivage des centromères et séparation des chromosomes fils contenant chacun une chromatide. Là également, nous allons constater que le nombre de chromosomes dans la cellule en anaphase 2 est la moitié du nombre de chromosomes dans la cellule en anaphase de mitose simple. La dernière phase de la division est la télophase. En mitose simple, chers élèves, surtout vous qui m'écoutez à la radio, on assiste en télophase d'abord à la séparation du noyau, c'est ce que nous appelons la karyocinèse, suivi donc de la division du cytoplasme, ce que nous appelons la cytodiérèse. Et en fin de télophase de mitose simple, nous assistons à la décondensation des chromosomes. Lorsqu'il s'agit de la méiose réductionnelle, nous constatons qu'en télophase 1, on observe toujours des chromosomes à 2 chromatides, puisque la méiose ne s'est pas encore achevée. Donc, il n'y aura pas encore de décondensation des chromosomes à ce niveau. Mais, lorsque nous passons en télophase 2 de la méiose, on observe du moins une décondensation des chromosomes et une division des cytoplasmes donnant à la fin donc, de la méiose les 4 cellules dont vous voyez. Je prends l'exemple d'une mitose. Chers élèves, le déroulement de la mitose est-il identique chez la cellule animale et chez la cellule végétale, puisque dans notre exposé, nous n'avons parlé que de cellules animales? Oui, je vous réponds oui, le déroulement de la mitose est identique. Si nous prenons la prophase d'une cellule animale, les chromosomes sont disposés pêle-mêle dans la cellule. C'est la même chose que ce que nous voyons pour la cellule végétale. C'est pareil en métaphase, les chromosomes sont disposés dans la plaque équatoriale aussi bien au niveau de la cellule animale qu'au niveau de la cellule végétale. En anaphase, il y a également clivage des centromères. Et enfin, en télophase, il y a séparation des cellules, formation de 2 cellules filles, décondensation des chromosomes. Mais on note une différence en ce qui concerne quelques phases de la mitose, aussi bien au niveau de la cellule animale qu'au niveau de la cellule végétale. Quelles sont ces différences? D'abord, la première différence se trouve au niveau de la métaphase. En métaphase, on observe plutôt des astères qui sont obtenus à partir du dédoublement des centrioles et leur rôle, c'est d'orienter les fibres
diffuso-achromatique. Alors, au niveau de la cellule végétale en métaphase, on observe plutôt les calottes polaires qui sont obtenues par condensation du cytoplasme au pôle de la cellule. Leur rôle est identique au rôle de l'astère, c'est-à-dire orienter les fibres diffuso-achromatiques. Voilà la première différence entre mitose d'une cellule animale et mitose d'une cellule végétale. La seconde différence se situe au niveau de la télophase. En télophase d'une mitose de cellule animale, la cytodiurèse, c'est-à-dire la division du cytoplasme, s'effectue par étranglement de la cellule. Tandis qu'au niveau d'une cellule végétale, la division de la cellule s'effectue d'abord par la disposition des vésicules golgiennes dans le plan médian de la cellule qui vont former ce qu'on appelle le phragmoplaste. Et la fusion de ces vésicules golgiennes donne la nouvelle paroi. Et retenez aussi qu'à la fin de la division de la télophase, en ce qui concerne les cellules animales, les deux cellules filles sont séparées. Alors qu'au niveau de la cellule végétale, les deux cellules filles restent toujours accolées par la nouvelle paroi. Chers élèves, chers téléspectateurs, quels sont les bilans de la mitose et de la méiose, d'après tout ce que nous venons de dire? Quand nous prenons une mitose, à partir d'une cellule diploïde, dans notre cas ici, nous avons pris une cellule 2n égale à 4 chromosomes, donc la cellule mère contenant 2n égale à 4 chromosomes à une chromatide chacun, va se diviser en passant bien sûr par l'interphase où elle va dupliquer le nombre de chromosomes. Et après donc sa division, elle donnera deux cellules diploïdes comme elle-même, contenant aussi 2n égale à 4 chromosomes à une chromatide. Voilà pourquoi nous disons que la mitose est une reproduction conforme. En d'autres termes, une copie conforme. Mais la méiose, quant à elle, nous avons dit tantôt qu'elle est constituée de deux divisions, une division réductionnelle et suivie d'une division équationnelle. Si nous partons d'une cellule diploïde en première division méiotique, contenant 2n égale à 4 chromosomes à une chromatide, à la fin de la première division méiotique, elle donne deux cellules haploïdes contenant la moitié du nombre de chromosomes, c'est-à-dire n égale à 2. Et chaque chromosome contient deux chromatides, puisqu'il y a eu duplication de l'ADN au cours de l'interphase. Ces deux cellules haploïdes vont rentrer en deuxième division méiotique, et à la fin de cette deuxième division méiotique, on va obtenir 4 cellules haploïdes contenant toujours la moitié du nombre de chromosomes de la cellule initiale, c'est-à-dire n égale à 2, mais cette fois-ci, les chromosomes sont à une chromatide. Si nous résumons, nous sommes partis d'une cellule diploïde, 2n égale à 4 à une chromatide, et à la fin, on obtient des cellules haploïdes, n égale à 2 à une chromatide. Voilà pourquoi nous disons que la méiose est une reproduction non conforme. Chers élèves, chers téléspectateurs, comment évolue la quantité d'ADN dans le noyau au cours d'un cycle cellulaire? Rappelons que le cycle cellulaire, c'est l'ensemble de l'interphase et de la méiose. La méiose constitue la division, tout comme la mitose. Ça constitue la division. Mais avant qu'une cellule n'entre en division, elle subit l'interphase pour se préparer. Donc, cette interphase est constituée de 3 étapes. D'abord, l'étape G1. Dans notre cas précis, la quantité d'ADN dans la cellule initiale, dans la cellule mère, est de Q égale à 4 unités arbitraires. En phase G1, il y a naturellement la synthèse des protéines, puisque la cellule n'est pas
sans activité. Après cette étape G1, la cellule passe à l'étape S où il y a réplication du matériel génétique qui est l'ADN, où on assiste à un dédoublement des nucléofilaments. Ensuite vient l'étape G2 où les chromosomes sont à 2 chromatides. Ce qui a permis donc de faire passer la quantité d'ADN de 4 unités arbitraires à 8 unités arbitraires au moment de l'interphase. La cellule ne peut pas rester avec une quantité double de chromatides ou bien de chromosomes. Voilà pourquoi elle doit se mettre en division. Et nous avons dit tantôt que la première phase de cette division, c'est la prophase. En prophase, tout comme en métaphase, la quantité d'ADN est de 8, dans notre exemple précis. À l'anaphase, grâce au clivage des centromères, nous assistons donc à la réduction de moitié du nombre de la quantité d'ADN par noyau, donc qui passe dans notre cas précis de 8 quantités d'ADN à 4 quantités d'ADN. À la fin des comptes, la cellule fille ou bien les 2 cellules filles contiennent la même quantité d'ADN, à savoir 4 unités arbitraires comme la cellule mère. En ce qui concerne la méiose, la situation n'est pas la même chose. La méiose, tout comme la mitose, commence d'abord par une interphase. Et au cours de cette interphase, on a dédoublement des nucléofilaments du moins. Donc, passage de la quantité d'ADN de 4 unités arbitraires à 8 unités arbitraires. Comme la méiose comporte 2 divisions successives, au cours de la première division successive, et plus précisément en anaphase 1, on assiste à la réduction du moitié de la quantité d'ADN qui passe de 8 unités arbitraires à 4 unités arbitraires. Ensuite, à la deuxième méiose équationnelle, cette quantité d'ADN qui est de 4 unités arbitraires va au moment de l'anaphase 2 être réduite encore de moitié, ce qui nous donne à la fin 2 quantités d'ADN. Donc en résumé, pour la méiose, lorsqu'on parle de 4 unités arbitraires dans la cellule mère, on aboutit à 4 cellules filles contenant chacune 2 quantités d'ADN. Donc, il y a eu réduction de moitié du nombre de chromosomes par cellule. Chers élèves, chers téléspectateurs, nous venons donc de parler de la quantité d'ADN et nous avons dit que l'ADN est porté par le chromosome. Quelle est la variation du nombre de chromosomes au cours d'un cycle cellulaire? Lorsque nous prenons la mitose, une cellule mère contient des chromosomes sous forme de nucléofilaments. Et lorsqu'elle entre en interphase, il y a dédoublement des nucléofilaments. À la fin de l'interphase, donc la cellule contient des chromosomes avec des nucléofilaments dédoublés. Lorsque cette cellule entre maintenant en mitose, plus précisément à la fin de la prophase, ces nucléofilaments commencent par se condenser. Dans notre cas ici, nous avons pris 4 chromosomes comme exemple. Les nucléofilaments se condensent et la condensation est maximale en métaphase. Après l'anaphase, on a donc séparation des chromatides, ce qui nous donne dans les cellules filles 4 chromosomes, mais à une chromatide. Et à la fin donc de la télophase, ces chromosomes se décondensent pour redonner les nucléofilaments comme dans la cellule mère. En ce qui concerne la méiose, au niveau de l'interphase, la situation est identique. C'est-à-dire qu'à partir d'une cellule mère contenant 4 chromosomes sous forme de nucléofilaments,
À la fin de l'interphase, on obtient les 4 chromosomes, mais avec des nucléofilaments dédoublés. En première division méiotique, on assiste à la séparation des chromosomes homologues, ce qui fait qu'à la fin de la télophase 1, on obtient 2 cellules filles contenant chacune la moitié du nombre de chromosomes de la cellule initiale ou bien de la cellule mère. Et ces chromosomes sont à 2 chromatides, puisqu'il n'y a pas eu de clivage des centromères en anaphase 1. Après la deuxième division méiotique, chers élèves, et grâce au clivage des centromères en anaphase 2, chaque cellule fille obtenue contient cette fois-ci 2 chromosomes, mais à une chromatide. Et à la fin, on assiste à une décondensation des chromosomes permettant d'obtenir donc des nucléofilaments. Ici, nous observons que les cellules filles contiennent la moitié du nombre de chromosomes à la fin que ce que la cellule mère possède. Chers élèves, chers téléspectateurs, nous venons donc d'expliquer comment se déroule la mitose et la méiose. À quoi servent la mitose et la méiose? Quelle est leur importance? La mitose permet la croissance. Je prends l'exemple de l'augmentation de la population des unicellulaires, l'embryogenèse, l'organogenèse chez l'embryon qui est dans le ventre de sa mère, ou la croissance des extrémités des plantes, les méristèmes plus précisément. La mitose permet également le remplacement des cellules mortes et la réparation des tissus lésés. C'est ce qui se passe lors de la cicatrisation des plaies. La mitose, du moins, permet le maintien du karyotype, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une cellule 2N, on obtient à la fin des cellules 2N. Et enfin, la mitose permet le maintien de l'information génétique, si la quantité d'ADN est conservée. En ce qui concerne la méiose, elle permet la réduction de moitié du nombre de chromosomes dans les cellules sexuelles. Donc, elle fait passer d'une cellule 2N à une cellule N. Elle fait passer donc un individu de l'état diploïde à son état haploïde, c'est-à-dire les gamètes. Enfin, elle permet la séparation des chromosomes homologues avec pour conséquence la formation de 2 types de gamètes. Chers élèves, surtout vous qui m'écoutez à la radio, en résumé, en mitose, nous avons dit tout à l'heure qu'en début de mitose, à la prophase, il y a dédoublement des centriosomes, il y a disparition de la membrane nucléaire, il y a formation du fuseau achromatique, condensation des nucléofilaments pour former les chromosomes. En métaphase, ces chromosomes sont situés dans la plaque équatoriale. En anaphase, il y a séparation des chromatides. Et en télophase, il y a cytogenèse, c'est-à-dire division du cytoplasme qui suit la division du noyau, permettant donc d'obtenir 2 cellules filles. En ce qui concerne la méiose, nous avons dit en début de méiose, et plus précisément en prophase 1, qui, chers élèves, notez bien, est la phase la plus longue, on assiste à un appariement des chromosomes formant des bivalents de tétrades, à une disparition, bien sûr, des membranes plasmiques, des nucléoles, à une formation du fuseau achromatique, à une disposition pêle-mêle des chromosomes dans le noyau, se touchant à des points appelés les chiasmas. En métaphase 1, les chromosomes homologues se disposent, du moins les centromères des chromosomes homologues se disposent de part et d'autre de la plaque équatoriale et non dans la plaque équatoriale. En anaphase 1, il y a séparation des chromosomes entiers, sans clivage des centromères, notez bien, chers élèves. Et en télophase 1, on assiste donc
à la division de la cellule, donnant donc 2 cellules filles contenant chacune la moitié du nombre de chromosomes contenus dans la cellule mère, avec 2 chromatides pour chaque chromosome. En deuxième division méiotique, la prophase 1 n'a pas trop de différence avec la télophase. La prophase 2, du moins, n'a pas trop de différence avec la télophase 1. Mais en métaphase 2, on assiste à la disposition des centromères des chromosomes dans la plaque équatoriale, comme s'il s'agissait d'une mitose simple, chers élèves. En anaphase 2, on assiste également au clivage des centromères, c'est-à-dire à la séparation des chromatides, entraînant donc la migration polaire des chromosomes fils, comme également si on était en mitose simple. À la fin, c'est-à-dire en télophase 2, on obtient 4 cellules filles comportant la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère. Chers élèves, nous allons faire un exercice d'application pour vous permettre de mieux cerner ce que nous avons dit dans cette émission. L'exercice nous dit qu'au cours de la formation des gamètes dans les gonades d'un individu mâle, on a pu identifier et schématiser les 3 cellules suivantes que vous voyez, A, B, C. La première question nous dit à quel type de division cellulaire ces schémas se rapportent-ils? Le définir, bien les définir. Deuxième question, en considérant le sexe de l'individu en question, donnez l'étape à laquelle se trouve la cellule de chaque schéma, le nom de la cellule, la nature de la division, puis le nombre de chromosomes et de chromatides contenus dans la cellule suivante, celle qui va suivre éventuellement ce que vous voyez dans l'exercice. Troisième question, donnez la formule chromosomique de la cellule initiale, ou bien de la cellule mère, puis le nom des cellules obtenues à la fin de la formation de ces gamètes, en précisant leur nombre de chromosomes et de chromatides. Enfin, petit 4, représenter le graphe de l'évolution de la quantité d'ADN par noyau au cours de la formation des gamètes, puis situer les cellules A, B, C sur le graphe. Chers élèves, surtout vous qui m'écoutez à la radio, quelle est la réponse ou bien quelles sont les réponses à ces questions posées? La première question donc vous demande quelque sorte d'identifier les cellules, les divisions en question. Nous revoyons, pour ceux qui m'écoutent à la radio, je vais essayer donc de vous décrire ces cellules afin que vous puissiez retrouver les bonnes réponses. La cellule A contient 4 chromosomes vers un pôle de la cellule à une chromatide et 4 vers l'autre pôle à une chromatide également. La cellule B contient 8 chromosomes à une chromatide à un pôle et 8 chromosomes à une chromatide à l'autre pôle. Et la cellule C contient 4 chromosomes à 2 chromatides à un pôle de la cellule et 4 chromosomes également à 2 chromatides à l'autre pôle de la cellule. Si nous nous en tenons à ces schémas et à cette description, nous allons dire que les cellules A et C sont des cellules en méiose. Et la cellule B est une cellule en mitose. Parce que nous venons de le dire dans le cours, les 2 cellules A et C contiennent la moitié du nombre de chromosomes de la cellule B. La méiose, comme nous venons de le dire tantôt, est une suite de 2 divisions cellulaires, la première étant réductionnelle et la seconde équationnelle, permettant l'obtention de 4 cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Tandis que la méthode est une division d'une cellule mère donnant naissance à 2 cellules filles identiques à la cellule mère et identiques entre elles. La deuxième question nous ramène à faire un tableau. Dans ce tableau, nous venons de dire que la cellule A et la cellule C sont en méiose, alors que la cellule B est en mitose. Donc, la cellule A contenant des chromosomes à une chromatide, nous allons dire, et ces chromosomes sont à chaque pôle de la cellule, donc nous allons dire que la cellule A est à l'étape de l'anaphase 2. La cellule C est à l'étape de l'anaphase 1, alors que la cellule B est en anaphase de mitose simple.
comme il s'agit d'un individu de sexe masculin et on nous parle de formation des gamètes, la cellule A n'est que la spermatocyte 2, la cellule C, spermatocyte 1, et la cellule B est la cellule souche des spermatogonies, naturellement qui entre en mitose. Quelle est la nature de la division? La cellule A est en méiose équationnelle, la cellule B est en mitose, la cellule C est en méiose réductionnelle. La cellule A comporte 4 chromosomes à une chromatide chacun. La cellule B comporte 8 chromosomes à une chromatide chacun. Et la cellule C comporte 4 chromosomes à 2 chromatides chacun. Pour la troisième question, la formule chromosomique de la cellule initiale est donc, puisqu'elle contient, cette cellule initiale contient 8 chromosomes du moins, chers élèves, nous donnons la formule chromosomique qui est 2n égale à 8. À la fin de la formation de ces gamètes, on obtiendra donc des spermatozoïdes contenant 4 chromosomes, une chromatide chacun. Pour la quatrième question, nous voyons le graphe qui montre l'évolution de la quantité d'ADN par noyau au cours de la formation des gamètes. La cellule initiale comporte 8 quantités d'ADN. Après l'anaphase, cette quantité passe donc de 8 à 16. Après l'interphase du moins, chers élèves, cette quantité passe de 8 à 16. À la première mitose, donc pour la cellule B, nous avons une réduction de la quantité d'ADN qui passe donc de 16 à 8. Puisque c'est une mitose, la quantité d'ADN doit être conservée. Mais en ce qui concerne les deux cellules A et C, comme elles sont en méiose, après donc l'interphase, la quantité d'ADN passe de 8 à 16. À la première division méiotique, elle passe donc de 16 à 8, donc il y a une réduction. Après la deuxième division méiotique, on assiste encore à une seconde réduction, donc on passe de 8 à 4 quantités d'ADN. Chers élèves, chers téléspectateurs, surtout chers élèves qui m'écoutaient à la radio, comme exercice d'approfondissement, utilisez le guide d'exploitation de la collection Planète Vivante, terminale CD à la page 65, ou le guide d'exploitation, collection toujours Planète Vivante de la terminale CD, page 67, ou l'exercice 2, exploitation des documents, partie 2 de cette même collection à la page 57. On se retrouve dans le prochain module d'abord d'école et c'est dans peu de temps.